printemps 2024, ce sera les 150 ans de cette exposition de 1874 qui s'est tenue donc à Paris et qui, au fur et à mesure que l'histoire s'est écrite, passe pour cette naissance, ce baptême de l'impressionnisme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a des artistes aujourd'hui très connus comme Monet, Renoir, Degas, Cézanne, Morisot, Sisley, Pissarro, entre autres, qui se réunissent pour organiser une exposition indépendante. Et là, parmi les plus de 200 œuvres qui sont présentées, il y a un tableau qui s'appelle Impression au soleil levant, qui est signé par Claude Monet et qui déclenche un article satirique intitulé L'exposition des impressionnistes, dérivé donc du titre de ce tableau. Donc au fur et à mesure que l'histoire de l'impressionnisme s'est écrite depuis la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, ce mouvement est devenu mythique, très recherché par les collectionneurs, les musées, très aimé du public, s'est construit cette légende qui fait que 1874 est devenu un tournant. 1874, la première exposition impressionniste, a-t-elle vraiment marqué ce tournant dans l'histoire de l'art occidental? Donc c'est une question qu'on invite le visiteur à se poser dans chacune des salles. Et c'est vraiment ce que notre projet veut contribuer de neuf. On est donc au milieu des années 1870. C'est un moment où la vie artistique reste encore très largement dominée par une exposition qui à ce moment-là se tient tous les ans, qui s'appelle le Salon, qui draine des centaines de milliers de spectateurs, où sont exposés des milliers d'ouvrages, toutes techniques confondues. Le public afflue, c'est là que les collectionneurs, que l'administration des Beaux-Arts fait son marché, si je puis dire. Mais en même temps, il y a un marché de l'art qui se développe, des galeries privées. Donc il s'agit pour les artistes de prendre en main en fait leur carrière, d'organiser eux-mêmes finalement la confrontation de leurs œuvres avec le public. Donc c'est vraiment un moment important. Donc le choix du lieu est à leurs mains. Le nombre d'œuvres exposées est à leurs mains, le catalogue est à leurs mains, la façon de présenter les œuvres, tout ça, donc c'est vraiment une prise de pouvoir des artistes sur la promotion et la diffusion de leur œuvre. Donc là, c'est vraiment important. Ils s'affranchissent à la fois du système officiel et du marché, puisque c'est une exposition qui est organisée sur un mode coopératif où les artistes se réunissent en toute indépendance. Comment est-ce qu'on expose une exposition? Je crois qu'on s'est aussi mise d'accord, très tôt sur le fait qu'on voulait que la chronologie soit très présente. En fait, que la temporalité était importante puisqu'une exposition, ça a une date de démarrage, ça a une date d'ouverture et une date de fin. On a voulu que les dates, ponctuent le parcours et replacer le visiteur au printemps 1874. On découvre des photographies qui remettent en place le contexte historique. L'impressionnisme, souvent, ça résonne aujourd'hui avec légèreté, bonheur, etc. On oublie souvent qu'on est juste 3 ans après un traumatisme, celui de la guerre de 1870, défaite, humiliation pour la France, perte de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine. La Commune, qui a été un grand moment d'espoir, mais qui a été réprimée dans le sang, une guerre civile. Donc, on a montré des photographies, et parfois agrandies à très grande échelle, qui montrent ce Paris de la ruine. Il y a même un tourisme des ruines qui se développe à ce moment-là. Donc à la fois une ville en chantier qui se reconstruit, la France qui veut réaffirmer sa force après une défaite, après l'humiliation. On est au début de la Troisième République, c'est important. D'ailleurs, certains des exposants, des impressionnistes comme Monet par exemple, sont engagés politiquement, ils sont républicains. On a voulu commencer par ce contexte-là. Et ensuite, effet de zoom, si je puis dire, on entre chez Nadar. Donc on entre chez Nadar dans la deuxième salle de l'exposition. Alors en évoquant l'atelier de photographie de Nadar qui va être le lieu que vont investir les futurs impressionnistes pour leur exposition. Alors on évoque le 35 boulevard des Capucines par une photo agrandie de la façade qui est à la fois magnifique et extrêmement parlante puisqu'on voit les 2 étages que vont occuper les impressionnistes. On a aussi dans cette salle-ci une grande projection en fait d'un film qui va être une invitation en fait à passer de la rue elle-même, du boulevard des Capucines, à l'atelier à proprement parler, aux salles d'exposition à proprement parler.
On entre ensuite dans la troisième salle de l'exposition qui évoque la première salle de l'exposition impressionniste. On est donc le 15 avril 1874 au moment où s'ouvre l'exposition. Ce que les visiteurs de l'époque découvraient dans cette première salle, c'était des œuvres de Degas et de Renoir. Donc ce choc quand même qu'a constitué pour une partie du public cette peinture moderne, trépidante, rapidement esquissée, avec des couleurs auxquelles les visiteurs, le public de 1874 n'étaient pas habitués. Donc on est plongé au cœur du sujet et on commence donc notre parcours temporel et géographique le 15 avril. Cette exposition, comme on l'a dit, elle n'était pas en fait purement impressionniste au sens esthétique, artistique du terme, elle était éclectique. C'est ce qu'on montre ensuite dans la salle suivante. Donc avec toutes sortes de techniques, un émail de Meyer qui était par ailleurs un ancien communard, des pastels, des gravures. Avec en même temps donc de grands chefs-d'œuvre, une moderne Olympia de Cézanne, qui est peut-être le tableau qui a le plus fait scandale, à la fois par sa technique très rapidement brossée, mais surtout par son motif, puisqu'il s'agit d'une vue d'un intérieur de maison close, dont on sait qu'il était accroché à côté du berceau de Morisot. Alors, ce qui a suscité des commentaires extrêmement négatifs, du fait que cette scène paisible de la vie quotidienne d'une mère avec son jeune enfant soit accrochée à côté d'une scène aussi licencieuse. La suite, c'est l'autre élément de surprise, c'est de trouver une salle dédiée au salon et de voir des œuvres qui n'ont pas grand-chose, si ce n'est à peu près rien à voir avec l'impressionnisme. On s'est reporté là à nouveau à la presse de l'époque et on a voulu mettre en avant, réunir les œuvres qui avaient été particulièrement remarquées, caricaturées. On montre évidemment un tableau de Gérôme, deux artistes femmes, l'une qui s'appelle Marie Cassatt, l'autre qui s'appelle Marie Bracquemont, qui cette année-là exposent au Salon, mais qui quelques années après exposeront avec les impressionnistes. Alors, on a dans cette salle consacrée au salon une sorte de sous-section, en fait consacrée aux représentations de scènes contemporaines au sein du salon. Ce qu'on essaie de démontrer, c'est que en 1874, les impressionnistes n'ont pas le monopole de représentation de la vie contemporaine. Et c'est particulièrement vrai quand il s'agit de représenter donc le récent conflit qui a opposé la France et l'Allemagne, la guerre de 1870. Donc au salon sont exposées des représentations parfois littérales du conflit. Donc on a par exemple un tableau de l'artiste Lançon qui nous montre une scène assez poignante de la bataille de Bazeilles, ou bien des représentations plus obliques de peintures ou de sculptures religieuses, alors qui sont à lire au prisme du récent conflit. On arrive ensuite dans la zone grise, si je puis dire, de l'exposition, pas par ses couleurs, parce que les tableaux sont éclatants, mais où on va rebattre un petit peu les cartes. Pourquoi le salon? Pourquoi l'impressionnisme? Qu'est-ce qui fait un tableau impressionniste ou pas? Et qu'est-ce qui définit l'impressionnisme? On montre dans une première salle des œuvres qui étaient au salon et qui auraient pu être aux impressionnistes, des œuvres d'artistes qui ont exposé au salon et aux impressionnistes. Donc l'idée c'est de montrer que tout n'était pas noir et blanc, mais qu'il y a eu des échanges et que c'était un petit peu plus compliqué que ça. On a bénéficié de quelques prêts exceptionnels et notamment du chemin de fer de Manet qui représente donc le Paris de la gare Saint-Lazare, le Paris moderne, mais il est refusé avec un tableau qui s'appelle Le bal de l'opéra. Une autre artiste très proche de Manet, Eva González, refusé avec un tableau qui s'appelle La Loge, sur le même sujet que la loge de Renoir, qui lui donc a toute liberté de la montrer à l'exposition de 1874, accepté avec un pastel. Donc on joue sur cette question de qui est accepté, qui est refusé, et puis on montre donc des artistes comme Lépine, comme l'italien de Nittis,
qui joue sur les 2 cartes, qui expose au salon aux impressionnistes en même temps. Donc voilà, il bénéficie un petit peu des 2 tribunes. Ensuite, ce qu'on montre dans les 2 sections suivantes, c'est qu'il y avait une convergence de thèmes entre les sujets traités, au salon de 1874 et ceux de la première exposition impressionniste. On a donc dans cette salle un certain nombre de tableaux représentant des scènes de la vie moderne. Alors un ensemble d'aquarelles de Boudin qui montre ce qu'il appelait ses plages, ses vues de scènes de villégiature, la bourgeoisie du Second Empire se réunissant sur les côtes normandes, alors qui était en plein développement. Un tableau d'Ernest Duez représentant une femme alors vêtue de manière très flamboyante, de toute évidence une prostituée. Ce tableau a néanmoins été accepté au salon et va y être exposé en 1874. Donc on arrive dans la 8e section qui rassemble des paysages qui ont été soit présentés à l'exposition de 1874 des impressionnistes, soit au salon. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer que cet intérêt pour le paysage qui date du début du 19e siècle, ce renouveau du paysage, il passe beaucoup par le plein air et on retrouve cet éclaircissement de la palette à la fois chez les impressionnistes et chez certains peintres exposants au salon. On s'est amusé à faire quelques clins d'œil, un grand tableau de Daubigny qui s'appelle le mois de juin, qui montre un champ éclatant de coquelicots et qui est présenté au salon, alors qu'à l'exposition de 1874, Monet présente lui aussi des coquelicots et on retrouve cette opposition entre le vert, le rouge, ces contrastes, cette lumière qu'apportent ces couleurs très vives. Des artistes d'ailleurs comme Daubigny ou comme Guillemet qu'on montre dans cette salle, exposés du côté du salon, mais ont été des soutiens ou même des exemples parfois pour les impressionnistes. Et ensuite, de cette salle, on gagne la dernière salle consacrée à 1874 qui présente Impression soleil levant, enfin, le tableau donc devenu mythique et identifié à cette première exposition. On a voulu le présenter dans un contexte un petit peu nouveau, peut-être inattendu pour le visiteur, qui est celui d'un dialogue avec des pastels de Monet et des pastels de Boudin, qui étaient présentés également en 1874 aux impressionnistes. Donc on arrive dans la dernière salle de l'exposition qui concerne l'exposition de 1877, la 3e exposition organisée par ce groupe dit des impressionnistes. Pourquoi on a choisi de finir sur cette exposition ? Parce qu'en fait, ce terme d'impressionniste qui naît en 1874 indépendamment de la volonté des peintres, puisque c'est vraiment un journaliste qui se moque d'eux et qui leur accole ce terme qui est péjoratif à ce moment-là. En 1877, donc 3e exposition, qu'est-ce qui se passe ? Les impressionnistes, les artistes décident de le reprendre à leur compte. Et donc c'est la seule exposition qui s'appelle Exposition impressionniste. Donc on montre des œuvres aussi célèbres que Le bal du Moulin de la Galette, Une gare Saint-Lazare de Monet, parce qu'on peut dire quand même qu'à ce moment-là, le projet impressionniste, il parvient à maturité, à la fois dans l'organisation, l'exposition, l'affichage, mais aussi d'un point de vue artistique. On a vraiment un rassemblement extraordinaire d'œuvres, à la fois avec une touche très libre, une palette très lumineuse, très déroutante, et puis cette volonté d'embrasser la vie moderne et des sujets de l'époque.